Je m'appelle Faustine, j'ai 41 ans, je suis maman de jumelles monozygotes prématurées et j'ai fait un burn-out parental. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait le maximum de mamans qui se sentent seules aujourd'hui, qui se sentent moins seules demain. Le médecin commence l'échographie et me dit: «Je vous rassure Faustine, il y en a qu'un» et heu et là j'entends, mon mari qui fait: «Oh mon Dieu!» Je lui dis: «Mais qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois que moi je vois pas?» Et le médecin fait: «Oh mon Dieu, j'ai parlé trop vite, il y en a 2. Il y en a 2. D'accord. Donc quand je dis aux gens 3 jours après, donc je n'ai pas dormi pendant 3 jours, c'est littéralement je n'ai pas dormi pendant 3 jours, quoi. Et j'ai commencé à me poser des questions comme, il faudra faire 2 gâteaux d'anniversaire pour ces enfants-là. Il faudra acheter 2 cartables, il faudra une poussette double. Toutes ces choses en fait que j'avais il faudra 2 cosy. Comment on s'organise quand on est parent de jumeaux, en fait? D'un seul coup, cette réalité-là, elle s'ouvrait à moi et je me disais: «OK, donc ben, il va falloir 2 prénoms». Ça, non plus, j'étais pas prête à ça. J'avais déjà un prénom qui me plaisait bien. Donc voilà, en décembre, on apprend que ce sont donc 2 filles. Vu que c'était des monozygotes, on savait que si c'était une fille, ben, il y avait forcément une deuxième fille. Et puis, la grossesse se passe relativement bien. C'est une grossesse qui est hyper, médicalisée. Et puis, début du 7e mois, je sens vraiment une pesanteur dans mon ventre. 3 heures après, naît ma première fille par voie basse. Donc c'était vraiment un accouchement, hollywoodien, «Poussez madame», je pousse, je pousse, je pousse et puis au bout de 3 fois: «Oh elle est là, c'est merveilleux et elle est belle» et tout est, c'est vrai que quand je repense à cette partie-là de mon accouchement, c'est vraiment l'accouchement de rêve, quoi. Et à partir de là, les choses, changent. On me dit, «Il y a la deuxième maintenant». Il y a une partie de moi qui avait oublié qu'il y avait une deuxième partie sur ce chemin-là. Donc voilà, la deuxième, ben, je me dis comme la première, le chemin est fait, il y a pas de problème. Je pousse et puis, rien ne se passe, quoi. Là, le médecin m'explique sans doute parce que, c'est une partie où j'ai plus trop de souvenirs, m'explique qu'elle va devoir aller chercher la deuxième. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'elle va rentrer sa main dans mon vagin pour essayer d'atteindre l'utérus et d'atteindre mon enfant, quoi. Et elle passe sa main et elle essaye d'attraper, ma fille. Je sens une énorme pression sous les côtes et elle n'y arrive pas. Et là, l'ambiance, devient encore plus, pesante. On appelle le 2e médecin qui là est un homme, avec des mains, beaucoup plus larges et là, lui, il essaye à son tour avec cette même méthode et en fait, quand je repense à cette partie-là de mon accouchement, moi je suis là, mais mes jambes sont à 3 mètres. Pourtant je sais que c'est techniquement pas possible ce que je suis en train de dire, mais pourtant j'arrive pas à associer autrement que comme ça. Mes jambes sont loin. Moi, je n'entends plus rien à ce moment-là. Je suis vraiment, je suis plus dans mon corps, quoi. Et mon mari me dit: «Ça part en césarienne». «Ah oui, oui, oui. Ah bah oui, c'est logique». D'un seul coup, j'essaye de raccrocher les wagons et d'être présente parce que je sens que c'est un moment important qui est en train de se passer. On m'emmène donc dans la salle d'accouchement, on me met les bras en croix, et on met un grand drap bleu, devant le visage et on commence, avec le scalpel à ouvrir mon ventre et là, en fait, l'anesthésie ne faisait plus vraiment effet. J'ai un grand moment de douleur, hein, encore 13 ans après, je me souviens de la sensation du scalpel, sur mon ventre. Donc je dis à l'anesthésiste: «J'ai trop mal, il faut que ça s'arrête» et là, elle a un moment qui est hyper important pour moi où elle me dit: «Je vous ai vu en salle d'accouchement, je sais ce que vous pouvez faire». Elle dit: «Je peux vous endormir là tout de suite» parce qu'à ce moment-là, donc le médecin arrête. Elle me dit: «Mais je sais que vous êtes capable de tenir. L'anesthésie est en train d'arriver, donc enfin, accrochez-vous, quoi». Et là, je commence à compter dans ma tête et à me dire: «Bien sûr que je peux le faire». Évidemment, je reprends ce pouvoir-là et je compte dans ma tête et je compte jusqu'à 30 et en effet, le temps que je compte jusqu'à 30, je ressens plus, rien. Là, c'est un des pires moments de ma vie puisque j'ose même pas poser la question de savoir pourquoi il y a pas de bruit. Parce qu'il y a pas de bruit du tout. Je revois vraiment la différence par rapport à ma première fille, c'est que là, d'un seul coup, c'est presque assourdissant ce manque de bruit qu'il y a. J'entends que les bruits de pas, des puéricultrices qui emmènent mon enfant, dans une salle à côté, parce qu'il y a pas de pleurs, il y a pas de respiration, il y a rien, et que moi j'ai les bras en croix à ce moment-là, quoi et que j'ai aucun pouvoir sur ce qui se passe et puis, on nous amène donc notre fille, on me la met à côté du visage. Je pense moins de 5 secondes. On me dit: «Regardez, elle est belle». Oui, elle est belle, puis tout de suite, je remarque qu'elle est quand même couverte de bleu, et là, on dit: «Elle va rejoindre sa sœur en néonate». Je
pars ensuite, j'arrive dans la chambre d'hôpital qui est la mienne. On me met dans une partie de la maternité où il y a moins de bébés pour que je sois pas, je pense qu'ils sentent qu'il y a une fragilité qui est en train de se créer et que je ne sois pas, surstimulée par le bruit des autres enfants. Hem, Ce soir-là donc, ben, je suis alitée, je peux pas aller voir mes enfants donc ça c'est la première, 1er deuil que je dois faire instantanément, c'est me dire: «Beh, ce ne sera pas comme pour les autres mamans». Le lendemain matin, c'est un peu, la gueule de bois, quoi. Je me réveille et là, l'infirmière m'explique donc que pour voir mes filles, il faut que je puisse me mettre debout et que j'aille aux toilettes. Donc ça, je le vis assez mal parce que j'ai l'impression d'avoir mérité quand même de les voir, très franchement. Hem Et elle le dit pas, je pense qu'elle le dit parce qu'elle le dit depuis 20 ans, que c'est comme ça qu'elle le formule et pour elle, c'est pas, forcément, la récompense, la carotte que je vais avoir, «Si tu te lèves, tu pourras voir tes enfants». C'est pas comme ça qu'elle le dit, mais c'est moi, dans mon monde de douleur physique et psychologique, c'est comme ça que je l'entends. Donc je me lève, je vais aux toilettes. Donc là, je me rends bien compte que j'ai eu 2 accouchements en 30 minutes, hein, parce que j'ai des points, au niveau du périnée et puis j'ai ma césarienne, à gérer et donc là, c'est un concours de circonstances. Mon mari était pas là à ce moment-là et on me propose d'aller voir mes filles en néonat. Donc c'est au 3e étage, donc je suis dans le même hôpital qu'elles. Hem, J'arrive à l'étage et là, je dis cette phrase, que j'étais trop fière de le dire. J'ai: «Bonjour, je suis la maman de», c'est la première fois que je disais ça à haute voix et en plus, je les avais pas encore vraiment vues, donc j'avais vraiment hâte d'être là et donc j'arrive dans la salle de réanimation, et il y a, dans mes souvenirs, il y a 6 couveuses. Donc on me dit: «Ben, voici vos enfants», et là, c'est la première fois où je me dis: «Ah donc ce sont mes enfants. D'accord, OK». On pourrait me dire que c'est elles, mais on pourrait aussi me dire que c'est les enfants à l'autre bout de la pièce. Je n'ai pas la moindre idée de, qui sont ces personnes que j'ai eues dans mon ventre pendant, plus de 7 mois. Mais je me retrouve, face à, donc les enfants qui correspondent aux photos que j'ai vues la veille, donc je sais que c'est les bonnes personnes, quoi. Hem Je les trouve, toutes petites, donc elles faisaient 1,4 kg et 1,7 kg. Et je les trouve magnifiques, évidemment. Heu et là, le médecin me rencontre et c'est là qu'il y a un moment vraiment pivot pour moi. Je lui pose des questions, je lui dis: «Mais elles vont survivre?» Et là, on me dit: «Je ne peux pas vous répondre». Donc là, ouf, c'est la première re chose à encaisser et la deuxième, c'est je dis: «Mais elles ont mal?» et on me dit: «Oui, à chaque fois qu'elles respirent». Donc là, on se rend compte que, ben, ce moment-là qu'on attend depuis 7 mois, puis qu'on attend en fait depuis qu'on est capable d'avoir des enfants, il se passe pas du tout comme on avait prévu. On se dit en fait: «J'ai donné naissance à 2 enfants absolument parfaits et puis, elles vivent dans un monde de douleur depuis, 24 heures et je ne peux rien faire, quoi». Et en fait, quand j'entends cette phrase-là: «Oui, à chaque fois qu'elle respire», je sens ce tsunami de douleur qui m'arrive et c'est trop pour moi et je me visualise avec un bouton, un switch dans la tête. J'appuie sur le switch et je me dis: «Tu ne ressentiras plus rien maintenant» et je ne ressens plus rien. À partir de ce moment-là, c'est en une fraction de seconde, je sens le tsunami arriver et plus rien et ça, c'est un apaisement. Donc d'un seul coup, je ne suis que cerveau. Donc je pose toutes les questions que je dois poser. D'un seul coup, je suis puéricultrice, j'ai un bac+12, je suis officiellement pédiatre de néonat, et je pose toutes les questions que je sens que je dois poser, quoi. Hem et à ce moment-là, donc en effet, bah, je ressens, pas de tristesse, mais je ressens pas, de peur, tout ce que je sais que je dois ressentir, je le ressens plus du tout et puis le chemin de néonat commence pour nous, en fait. Voilà, c'est un jour après l'autre, c'est une demi-journée après l'autre, hein, en fait, hein. Je commence à tirer mon lait, ça se passe bien, j'ai l'impression en fait de à nouveau reprendre le pouvoir à ce moment-là, de pouvoir faire quelque chose pour elles. Je dors avec leur doudou, contre moi, contre ma poitrine pour qu'elles aient mon odeur. En fait, j'essaye de grappiller toutes les petites choses que je peux faire pour me sentir utile dans ce chaos qu'on est en train de vivre, quoi. Au bout du 4e jour, on peut enfin les prendre, dans nos bras. Donc on peut en prendre une dans nos bras. Heu les jours avant, elles avaient été intubées, donc là, elles avaient été extubées.
Elles avaient des pneumothorax, elles ont été exsufflées, donc elles avaient une bulle d'air et on leur a mis une aiguille pour faire sortir, l'air. Donc elles avaient vécu tout ça sur 3, 4 jours et le quatrième jour, je peux prendre la jumelle numéro 2 dans mes bras, pendant 20 minutes. Donc là, c'est juste, le plus beau moment, que j'ai pu vivre dans cette, période-là. J'ai l'impression que c'est ça dont je me souviens le plus, en fait. La sensation de son corps, sur le mien, vu qu'elle était toute petite, elle avait comme une espèce de petit duvet, comme des petites plumes, en fait, sur elle, elle était toute chaude, elle était toute petite comme ça, là. Elle était tellement mignonne. Donc ça, c'était, un grand bonheur et le lendemain, j'ai pu avoir sa sœur. Donc c'était par, à-coups de 20 minutes, et je me souviens, la puéricultrice me dit: «Vous voulez que je prenne une photo?» Non, il y a aucune chance que je me souvienne pas de ce moment-là, donc même encore aujourd'hui, c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai pu avoir avec elle et donc les jours se passent, les semaines se passent et on est resté 1 mois en néonat et en fait, chaque semaine, il y avait du mieux, elles étaient de plus en plus fortes, donc il faut qu'elles les étapes en fait, hein, pour pouvoir sortir de néonat, c'est respirer seule, manger seule et se réchauffer et qu'il y ait plus de bradycardie à la fin, donc que le cœur soit, régulier. Donc une fois qu'on a franchi toutes ces étapes et ben, c'est le grand jour, c'est le jour où on peut, sortir, de néonat et puis là commence la grande aventure en fait de la parentalité parce que c'est pas juste la parentalité, classique, c'est une parentalité d'enfants qui sont tout petits, qui sont fragiles, et on part d'un milieu où on était hyper cocooné avec, des puéricultrices qui sont exceptionnelles, des gens qui sont passionnés par leur métier et qui vous donnent en plus leurs astuces de maman. Donc ça, c'est absolument génial parce qu'on me disait: «Ah ben moi avec mes enfants, je faisais ça» et en fait tout ça, je l'ai vraiment gardé, en moi parce que c'est vraiment précieux quand on est jeune maman. Mais d'un seul coup, on se retrouve d'un milieu où il y a tout le temps quelqu'un pour vous accompagner à bah, tu es toute seule avec des enfants qui font pas encore 2 kilos, quoi. Donc on les a ramenés à la maison, elles faisaient 1,9 kg, toutes les 2. La PMI, elle vient en soutien, hein, nous accompagner, me donner des conseils et tout, mais il y a quand même, hein, cette pression du poids, du lait, du machin. Donc voilà, les mois qui suivent, c'est vraiment, à la fois magique et aussi il y a une partie de moi qui commence à décompenser. Hem Quand on était en néonat, on s'est retrouvés, donc en soins intensifs avec une autre maman de jumelles, qui a perdu une de ses filles et ça a été en fait, je pense quelque chose qui a ancré, mes angoisses dans l'idée que je pouvais perdre mes enfants. C'est d'être en face d'une femme qui a perdu un de ses enfants. C'était elle aussi des jumelles et en fait, ce parallèle-là, je l'ai gardé en moi, pendant très longtemps jusqu'à ce que j'aille voir, ma psychiatre. Donc les mois s'enchaînent, et puis je vis un petit peu dans ma bulle, hein. Je suis en congé parental, à ce moment-là. Donc pendant 18 mois, mon mari travaille, beaucoup et donc on est beaucoup toutes les 3. Passé leurs 18 mois, elles rentrent en crèche et là, en 6 mois, elles font chacune 5 bronchiolites. Donc elles sont hospitalisées, quasiment pendant 6 mois, si je suis pas avec l'une à l'hôpital, je suis avec l'autre. Elles font de la kiné-respi, donc elles sont couvertes de bleu. Elles ont, beaucoup de médicaments à prendre avec toutes les conséquences qu'il y a derrière. Et puis là, on nous dit, bah, que ce sont des grandes asthmatiques, que leur système ORL est très fragilisé et là, en fait, s'enchaîne toute la déferlande en fait de maladies. Donc elles ont un système ORL, qui est, très, très fragile. Donc chaque dent qui pousse, elles font une otite. Chaque otite qu'elles font, elle est surinfectée. Donc ça veut dire, des antibiotiques auxquels elles réagissent mal. Donc il y a tout ce chemin-là et puis il y a tout l'asthme qui va avec. Donc à chaque fois qu'elles font un rhume, ça se transforme en bronchite et c'est une bronchite, il faut qu'elle soit hospitalisée à chaque fois quoi, fois 2. Donc ça dure pendant, quasiment 4 ans quoi. Et donc pendant ce temps-là, je suis toujours déconnectée de mon corps. Je suis toujours déconnectée de ce que je ressens, puisqu'en fait, ce que je comprends plus tard, c'est que ce que je ressens, c'est, de la peur tout le temps. Tout ce que je fais, c'est drivé par la peur qu'elle meure. Et qu'il leur arrive quelque chose et que je sois pas à la hauteur. Ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à admettre, mais en fait, je sens que c'est à moi d'apporter les réponses et que, si moi j'apporte pas les réponses, personne ne pourra apporter de réponses. Donc ça, c'est vraiment ce qui est ancré en moi depuis la néonate, c'est que je dois avoir des réponses.
Je dois trouver des solutions et sans ça, elles vont mourir. Donc ça, c'est ce avec quoi je vis pendant plusieurs années, jusqu'au moment où je fais, un burn-out parental. Alors ça, je comprends plus tard que c'est ça. Hem, j'ai du mal à connecter avec mes enfants, j'ai du mal à connecter avec les gens tout court. Tout est dur, tout est compliqué, tout me demande une énergie, folle. Heu et en fait, je vais voir ma psychiatre que j'avais déjà vue, dans le passé et je lui demande de l'aide. Je lui dis: J'ai du mal à me reconnaître, je comprends pas ce qui se passe dans ma tête» et là, je découvre l'EMDR. Donc c'est vraiment la technique qui m'a, vraiment, sauvée. Je me souviens, on commence une des sessions avec ma psychiatre et elle me dit: «Donc qu'est-ce que vous ressentez?» Et là, je sens bien qu'on puis moi je suis très bonne élève, c'est-à-dire que je veux absolument bien répondre à la question et je sens qu'il faut que je réponde quelque chose et donc je lui dis, je ressens», puis je réfléchis, je me dis: Faustine, enfin tu, dis n'importe quoi, un mot, la colère, la peur, dis quelque chose, n'importe quoi» et il y a rien qui sort et elle me met une feuille devant les yeux avec des sentiments, avec le «je me sens», 3 petits points, puis il y a des petits traits comme ça. Donc je vois les mots, je sens bien qu'il faut que je réponde quelque chose, mais il y a rien qui vient, quoi. Et je lui dis: «Je je vois pas, je vois pas». Je dis: «Mais bon, vous ressentiriez quoi si c'était vous, quoi?» Elle me dit: «Oh, ça marche pas comme ça». Ah, j'aurais tenté au moins, mais non, là, j'ai aucun mot qui me vient et en fait, ça va être un process, hein, de 2 ans, pour que je puisse comprendre, scanner mon corps, comprendre ce que je ressens, mettre des mots dessus et puis ensuite, avec l'EMDR, traiter les différents, traumas. Même si l'EMDR m'a vraiment, aidée à traiter les traumas et à mettre des mots dessus, c'est vraiment un travail, en fait, de longue haleine. Le lien avec mes enfants a été un petit peu différent entre ma première fille qui est née par voie basse et celle qui est née par césarienne. Parce que celle qui est née par voie basse, en fait, je l'ai vue naître, quoi et celle qui est née par césarienne, je ne l'ai pas vue naître. Je l'ai vue que quelques secondes après. Il a fallu que je conscientise tout de suite, que, le lien par césarienne était différent du lien par voie basse que je venais de vivre, quoi et donc quand on est rentré à la maison au bout d'un mois, c'est là que je l'ai vraiment vu le plus. C'est que tout me paraissait, très, instinctif avec la première et moins avec la deuxième. Je me posais la question, je me dis: «C'est quand même dingue, je les aime pareil, j'ai pas l'impression de» et pourtant, j'ai commencé à creuser la chose et à lire en fait que, il y avait d'autres mamans dans mon cas, et qu'une des techniques qu'elles utilisaient, c'était de raconter leur accouchement à l'enfant qui était né par césarienne pour pouvoir revivre ça ensemble. Plusieurs fois, j'ai fait ça pendant, j'ai dû faire ça une bonne dizaine de fois quand même, lui raconter, l'accouchement et puis notre rencontre finalement et aujourd'hui, enfin 13 ans après évidemment, ce n'est plus du tout un sujet, de la différence de lien, que j'ai pu avoir à l'une avec l'autre. Le plus dur dans cette période, là, ça a été, le manque de sommeil. Donc mes filles étaient malades elles ont été malades quasiment jusqu'à leurs 6 ans. En fait, elles dormaient peu la nuit. Elles se réveillaient en moyenne entre 4 et 6 fois, mais chacune, chaque nuit, pendant 5 ans. Donc pendant 5 ans, moi, j'ai pas dormi. Heu, je pense que j'ai pas fait plus de 3 heures d'affilée pendant 5 ans. Ça c'est certain. Hem et donc ce qui en a résulté, c'est que, je faisais des terreurs nocturnes. Heu, en fait, ma capacité à lâcher prise, c'était, physiquement impossible puisque même la nuit, j'étais surstimulée. Donc en journée, j'étais inquiète et la nuit, j'étais inquiète. Donc et au milieu de ça, j'ai créé mon entreprise. Donc ça, c'est toujours toujours un petit challenge supplémentaire qu'on aime se donner. Mais en fait, Dieu merci parce que ça, c'était vraiment quelque chose qui était, stimulant et positif au milieu du chaos que j'avais. Cette structure-là, elle m'a beaucoup aidée. Et en fait, donc je dormais pas la nuit, j'avais des visions la nuit, je voyais des gens au pied de mon lit, je voyais, des mouvements sur les murs, je me réveillais donc je faisais des cauchemars, hein, toutes les nuits, quand j'arrivais à dormir, j'étais tellement surstimulée que je me réveillais en hurlant, parfois en hurlant au point de casser ma voix, et quand je me réveillais, j'avais une perte d'identité, donc je ne savais plus où j'étais, qui j'étais, et j'étais obligée de souvent je me souvenais que de mon prénom et je me disais: «Oh, «Je m'appelle Faustine. OK, je m'appelle Faustine» et je regardais la chambre autour de moi, je me disais: «OK,
je m'appelle Faustine et je suis maman de 2 enfants et j'habite à Vannes et je refaisais tout l'historique, de qui j'étais jusqu'à ce que ma conscience, en fait, rattrape, le fait que j'étais éveillée et que je me souvienne de qui j'étais. Ça, c'est quelque chose qui s'est reproduit, très souvent et le manque de sommeil, en fait, a vraiment, de plus en plus installé, des angoisses, chez moi, et j'avais, des pensées intrusives. Donc ça, aussi mettre des mots là-dessus. Comment on dit aux gens, «Je visualise mes enfants mourir», tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je les vois mourir de toutes les façons possibles et imaginables. Évidemment, il y a eu Nordal Lelandais, donc ça évidemment, je m'imaginais qu'elles allaient mourir comme ça. Un accident de voiture, un couteau qui traîne. Pourquoi est-ce qu'il y a un couteau qui traîne? Mais voilà, moi, elles allaient mourir de ça. Et en fait, c'est des pensées qui arrivaient, pendant que je faisais rien, j'avais cette vision d'elles en train de mourir. Et donc c'était, je me disais: «Ah bah, c'est forcément que ça va arriver» et qu'il fallait que je contre ça, et quand on ne connaît pas ces termes-là de pensée intrusive, on se dit: «Mais en fait, c'est parce que je suis folle ou c'est parce que je leur veux du mal ou parce que, je suis une mauvaise mère» et en fait, avec le temps, pareil, hein, force de lecture, j'ai commencé à me rendre compte que non, j'étais pas une mauvaise mère, qu'au contraire, hein, c'était parce que mon besoin de les protéger était tel que je tous les scénarios catastrophes venaient dans ma tête et ça, en fait, avec les années, j'ai appris à accepter le scénario catastrophe et si j'accepte le scénario catastrophe, il faut aussi que j'accepte le scénario idéal. Donc elles peuvent mourir noyées, mais elles peuvent aussi s'amuser à la plage et ça, c'est autant valide l'un que l'autre. Donc ça, c'est vraiment un exercice que j'essaye de faire parce que les pensées intrusives, c'est quelque chose qui, me parasitait beaucoup et qui, m'empêchait aussi de profiter, parce que du coup, je mettais plein de mécanismes en place pour que, les pensées intrusives ne puissent pas avoir lieu. Donc, n'allez pas sur le trampoline parce que je sais que mes pensées intrusives vont me dire que vous allez tomber et vous allez mal tomber et vous allez vous briser le cou et tout le monde va mourir. Vous ne pouvez pas aller vous balader dans la forêt parce que, là, il y a un précipice et c'est sûr que vous allez tomber sur les rochers et que vous allez mourir. Donc, j'anticipais tous les scénarios catastrophes et ça, c'est épuisant au quotidien, les scénarios catastrophes parce qu'on peut pas prévenir de tout, tout le temps. Donc ça, c'était, ça et le manque de sommeil, ça faisait que je pouvais jamais lâcher prise sur rien et donc sur rien, c'est aussi sur, la nourriture, sur l'horaire de coucher des enfants, sur, l'horaire de repas, sur, le jour où on allait récupérer le drive et le jour où on partait en vacances et quels vêtements j'avais prévu de mettre. J'étais inflexible sur tout le temps, parce que c'était ma façon à moi de m'assurer qu'elles allaient pas mourir. Je me souviens d'un moment clé au niveau de ma fatigue, en tant que mère, et c'est un truc que j'ai rarement partagé avec les gens, mais, en fait, mes filles étaient encore malades et en fait, elles étaient, quand je les entendais, pleurer, j'avais des hauts le cœur tellement, le niveau de stress était intense et le manque de sommeil était énorme et ce soir-là, je me recouche, une demi heure après, la deuxième se met à pleurer. J'ai un haut le cœur, je me lève et là, dans ma tête, je me dis: «Mais en fait, faut que je parte. Faut que je m'en aille parce que c'est trop pour moi». Je me sens, j'ai l'impression d'avoir plus aucune ressource, mais plus aucune ressource déjà depuis 2 ans, si je suis très franche, quoi et je mets mon manteau, je prends mon sac à main et il est 2 heures du mat. Je n'ai pas la moindre idée de où je vais aller, mais apparemment, c'est là que je vais. Je commence à me dire: «Je peux aller dans un hôtel, au bout de la rue, il y a un hôtel. Si je vais dans l'hôtel, au moins je peux dormir au moins 4-5 heures». Donc je peux mettre un mot en disant: «Je reviendrai demain matin», heu, mais au moins que je puisse partir, quoi et je me vois, j'ai les clés dans les mains et je m'apprête à quitter ma famille, en fait. C'est vraiment ça, de me dire: «En fait, je ne peux plus être là pour vous, c'est plus possible pour moi, il faut que je me sauve». Et je me vois, ouvrir la porte et me dire: c'est ridicule, va la voir, elle pleure». Je remets, mes affaires dans mon sac, j'enlève mon manteau et je vais m'occuper de mon enfant, et ce sera encore comme ça pendant, 3 ans, qui m'attendent. Mais ce moment-là, en fait, il est important pour moi parce qu'en fait, c'est pas du tout de la tristesse que j'ai quand je repense à ce moment-là, c'est presque de la fierté où je me dis: «Ah, donc ton instinct de survie, il était là. Tu es capable de te préserver au milieu de tout ça». Et c'est quelque chose maintenant que je nourris beaucoup, en prenant du temps pour moi,
en prenant le temps de m'écouter, en allant en thérapie, en faisant du sport, en prenant du temps avec mes amis. C'est tout ça que je nourris et en fait, je nourris la Faustine d'il y a, 10 ans, qui avait ses clés dans les mains et qui se disait: «Bah, en fait, il faut que je m'en aille». Tu l'as pas fait et c'était la bonne décision à prendre, mais maintenant, c'est un peu cette récompense-là de me dire: «Plus jamais». Voilà, plus jamais. Là, c'était, j'accepte que c'était des circonstances vraiment particulières, vraiment difficiles et j'ai su être la personne qu'il fallait être à ce moment-là et maintenant, j'ai pas besoin d'être cette personne-là. Je n'ai plus besoin d'être cette personne-là. J'ai besoin d'être moi pour moi et ça, c'est quelque chose que je nourris beaucoup avec mes enfants. Elles entendent souvent dire ça, que je suis ma meilleure amie et je leur dis tout le temps: «Sois ta meilleure amie, sois ta meilleure amie, sois ton allié» et en fait, elles me voient, accomplir plein de choses qui sont pour moi, pour la femme que je suis et pas pour la maman que je suis, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, elles vont sur leurs 13 ans, comparé à, comment c'était il y a 5, 6 ans, c'est, incomparable, quoi. Elles ont un traitement de fond qui est très efficace, leurs poumons sont bien mieux, développés. On espérait que ça passe complètement à la puberté, mais c'est pas le cas. Donc elles seront toujours asthmatiques, mais c'est vraiment quelque chose, avec lequel elles vivent, super bien. J'ai du mal à croire d'ailleurs qu'elles sont en 5e. Je me dis toujours que je les vois toujours petitounes, mais plus elles avancent et plus, moins j'ai ce sentiment-là qu'il faut que je les surprotège, quoi. Voilà, elles me prouvent à chaque fois que c'est des petites meufs et que, voilà, elles ont envie de faire des grandes choses et qu'en fait, moi, mon rôle maintenant, c'est plus d'être devant et puis d'être, celle qui déblaye les chemins en disant: «Je veux qu'il vous arrive rien et que tout se passe bien». Je dois être la personne qui est à côté et qui dit: «Vas-y, vas-y, tombe, c'est pas grave, tu te relèveras. Moi aussi, je suis déjà tombée plein de fois, c'est pas un souci». La gémellité, c'est magique et on se dit ça entre parents de jumeaux, c'est que c'est aussi dur, qu'on se l'imagine, mais c'est aussi, exceptionnel qu'on se l'imagine. C'est vraiment un privilège d'être parent de jumeaux. Ce que j'aimerais dire à la Faustine de 2013, heu, plein de choses, parce que je lui parle souvent au final. Je me parle souvent à la moi de l'époque, où je me dis souvent, «Tu vois, tout s'est bien passé». Voilà. Ce que tu as tout ce que tu as mis en place, ça paye aujourd'hui et ça, c'est vraiment la chose la plus, on a l'impression de planter plein de petites graines pour soi et pour nos enfants et puis, en fait, 13 ans après, on les récolte et ça, c'est vraiment, magique. Hem, je regrette pas une seule seconde ce chemin-là parce qu'il m'apporte une compassion infinie pour les mamans que je rencontre, aujourd'hui. Hem, si j'avais un regret, ce serait de ne pas, m'être ouverte plus aux mamans de ma vie, en fait, à mes amies à ce moment-là. Parce que, j'avais un peu ce sentiment et puis on me renvoyait ça beaucoup: «Ah, tu es vraiment une super, super maman, tu es vraiment une Wonder Woman». Et j'avais un petit peu cette étiquette-là et que j'avais peur un peu de ternir en disant: «En fait, je suis au bout de ma vie au bout de ma vie, je ne sais pas ce que je dois faire, moi non plus, moi aussi je suis perdue». Hem et en fait, voilà, l'amitié entre femmes, la sororité, c'était vraiment quelque chose qui a été précieux pour moi, ces dernières années et j'aurais aimé, pouvoir, m'ouvrir un peu plus, quand j'étais plus jeune, mais je le fais maintenant et c'est encore plus, magique.